J'espère que vous allez bien et je souhaite un bon appétit à ceux et celles qui sont en train de manger. Donc, je vous remercie de passer votre heure de midi avec nous et d'assister à la première conférence de la programmation de transfert de connaissances de l'automne 2022. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédérique Lemieux et je suis agente de planification de programmation de recherche en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, communément appelé l'IUPL3S. Permettez-moi de vous présenter notre conférencière. Il s'agit de Véronique Rochon. Donc, Véronique est ergothérapeute au CIUS de l'Estrichu en pédiatrie. Elle est récemment diplômée, à la maîtrise de recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle était sous la direction de Mélanie Couture et d'Audrey-Jeanne Baudouin, qui est avec nous aujourd'hui, pour ses études au cycle supérieur. Donc, je vais lui laisser la chance de vous expliquer son projet en détail. Alors, Véronique, la parole est à toi et bonne conférence. Merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation. Avant de débuter, je tiens vraiment à tous vous remercier de votre intérêt et de votre présence aujourd'hui. Ça me touche à chaque fois de voir l'intérêt que mon projet sollicite, qui est pour moi un projet qui a été partie prenante de ma vie dans les 2 dernières années et qui me tient énormément à cœur. Donc, merci pour votre présence. La conférence risque de durer 30-35 minutes environ. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse discuter, qu'on puisse collaborer ensemble, échanger nos idées par la suite. Donc, ça va être un petit peu plus rapide là, que le 1 heure. Donc, aujourd'hui, la conférence s'intitule « Quels sont les éléments clés des services de répit, de gardiennage et de dépannage qui répondent aux besoins des parents et des personnes présentant une DI, une DP ou autiste ?» Avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire connaissance. Inquiétez-vous pas, on ne va pas faire de tour de table. Là. On est un petit peu trop aujourd'hui, mais moi, je vais me présenter. Donc, effectivement, comme Frédéric l'a nommé, je suis ergothérapeute. J'ai effectué mes études à l'Université de Sherbrooke de 2016 à 2020. Puis, en 2020, j'ai débuté ma maîtrise de recherche en sciences de la santé, aussi à l'Université de Sherbrooke. Puis, durant tout mon processus là, universitaire, j'étais aussi gardienne de personnes en situation de handicap, différents diagnostics, que ce soit un autisme ou une déficience physique ou intellectuelle. D'ailleurs, je garde encore toujours là, jusqu'à aujourd'hui. Samedi, je vais au zoo là, avec une jeune adulte qui présente une déficience intellectuelle profonde. Donc, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Puis, je tenais à le dire parce que c'est la pierre angulaire, mon levier motivationnel, en fait, là, pour faire mes études au cycle supérieur. Donc, c'est important. Dernière année, j'ai été auxiliaire de recherche pour professeur Mélanie Couture, donc en déficience intellectuelle et au niveau de l'autisme. Et aussi auxiliaire de recherche pour professeur Élise Milot et Marie Grandisson, qui sont des chercheurs de l'Université Laval qui ont également fait un projet par rapport au répit gardiennage dans le coin de Québec. Donc, j'ai été au fait, là, bon, il y a un code bleu, je suis vraiment désolée. Donc, puis, évidemment, comme on peut peut-être l'entendre, je suis ergothérapeute au CIUS de l'Estrichus. Je suis à mon bureau en ce moment, donc je suis vraiment désolée pour le bruit. Je suis ergothérapeute depuis 2 ans en pédiatrie. Donc, voici qui je suis pour mieux se connaître puis mieux comprendre pourquoi j'ai fait ma maîtrise. Maintenant, le vif des concepts clés, pour être certaine là, de bien se comprendre, de bien avoir la même définition des concepts. Donc, le répit, qu'est-ce que du répit? C'est... bon, ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous m'entendez bien? Généralement, oui. Il y a un ou 2 petits lags, mais sinon, ça va. Okay. Tu peux continuer. OK, parfait. Je suis vraiment désolée. La joie de la distance. Donc, le répit, c'est des services qui permettent aux parents de prendre du temps pour eux pendant un certain temps sans les responsabilités reliées à la personne en situation de handicap. Ça peut varier de quelques heures à quelques jours. Ça peut aussi inclure un répit dodo qu'on appelle, donc la personne quitte, va dormir à l'extérieur du domicile. Donc, effectivement, ça peut être à domicile ou à l'extérieur du domicile, comme dans un
Oups. Le gardiennage, ça vise à répondre aux besoins des parents dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, l'école qui termine à 14h45 et le parent termine de travailler à 17h, bien, la personne en situation de handicap doit avoir une surveillance durant ce temps-là. Donc, ça serait vraiment plus du gardiennage comparativement à du répit. Et le dépannage, le nom le dit, ça vise à pallier un événement imprévisible et temporaire qui affecte la capacité des parents à répondre à leurs responsabilités en lien avec leur enfant. Donc, par exemple, un autre enfant de la famille doit aller à l'urgence pour X raisons. Quelqu'un doit venir à la maison pour surveiller la personne qui présente une DI, une DP ou qui est autiste. Donc, ça va vraiment être les 3 services qu'on va parler aujourd'hui. Ça se peut que durant la présentation, je coupe un petit peu puis je dise service de répit, mais sachez que je fais toujours référence à répit, gardiennage, dépannage, même si je ne le dis pas toujours. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi on s'intéresse à ces services-là? Parce que c'est reconnu dans la littérature que les parents ont besoin des services de répit, de gardiennage et de dépannage pour avoir un équilibre de vie puis pour être en mesure de s'occuper de leur enfant en situation de handicap plus longtemps. Ça, c'est reconnu, on le sait, de long en large, autant dans la littérature que dans notre expérience professionnelle. C'est essentiel d'avoir des services. Aussi, c'est reconnu qu'il y a des retombées positives de ces services pour la personne et pour ses parents. Plus précisément, pour les parents, ça leur permet d'avoir des moments en famille. Donc, par exemple, en couple, d'avoir du temps de se retrouver, faire une activité en couple, puis d'avoir pour faire une activité qui ne serait pas nécessairement possible avec la personne présentant une DI, une DP ou autiste. Ça leur permet également d'avoir du temps pour faire XY activités de la vie quotidienne, que ce soit d'aller faire des courses, faire des travaux à la maison. Ça leur permet d'avoir du temps. Pour la personne qui présente une DI, une DP ou autiste, on sait qu'il y a des retombées aussi parce qu'on se rappelle que la définition du répit, c'était d'offrir aux parents un moment de pause. Mais pour la personne aussi, il y a des belles retombées, dont d'être stimulé, autant physiquement, cognitivement, émotionnellement aussi, ça lui permet de découvrir des nouveaux intérêts, puis de favoriser aussi son autodétermination parce qu'elle sort du domicile familial, du cercle familial. Donc, elle peut se rendre compte, oh, bien, je suis capable de faire plus de choses que je pensais. Donc, pour la personne, c'est reconnu que ça a des retombées. Il y a des retombées également communes pour la personne et ses parents. Donc, par exemple, ça favorise un sentiment de bien-être. Les parents se sentent mieux, se sentent plus reposés. Pour la personne aussi, elle se sent bien, se sent reposée parce qu'elle a vécu des choses intéressantes, signifiantes pour elle. Donc, ça lui permet de favoriser un sentiment de bien-être. Et pour les deux, ça leur permet de favoriser les contacts sociaux, comme j'ai nommé. Pour les parents ont plus de temps pour faire autre chose, aller voir des amis et tout ça. Puis la personne présentant une DI, une DP ou autiste, bien, elle peut créer des relations interpersonnelles avec les autres personnes qui côtoient ou qui utilisent les services, ou même la personne qui offre le service. Donc, la gardienne, par exemple, peut devenir une personne de confiance, quelqu'un à qui elle peut se rapporter et tout ça. Donc, ça favorise vraiment les contacts sociaux, autant pour les parents que pour la personne. Malheureusement, c'est bien beau d'avoir des retombées, mais les services ont certaines limites. Premièrement, au niveau des ressources, les ressources sont coûteuses et le soutien financier est relativement limité pour avoir accès à ces services-là. Le soutien financier du gouvernement, par exemple. Il y a une lourdeur bureaucratique aussi qui est associée à l'utilisation des services, que ce soit les critères d'admissibilité pour XY, organismes communautaires, la lourdeur bureaucratique aussi associée au soutien financier. Les parents ont beaucoup de papiers à remplir et au niveau du répit, gardiennage et dépannage, bien, ça ne fait pas exception. Il y a également une lourdeur. Aussi, c'est reconnu que les services sont principalement offerts en milieu communautaire, qui est malheureusement souvent oublié dans les budgets gouvernementaux. Donc, c'est difficile pour eux d'avoir le soutien financier adéquat pour offrir des services comme ils aimeraient faire. Et de ce fait, bien, il y a une mobilité du personnel aussi, puis la formation peut être relativement variable d'un milieu à l'autre. Donc, on sait qu'il y a des retombées, on sait que c'est essentiel, c'est nécessaire. Par contre, on sait aussi qu'il
il y a des lacunes, il manque un petit peu de fine-tuning, là, si je peux dire, là, désolé mon anglais, mais d'au moins d'améliorer, on peut améliorer l'offre des services. Puis, c'est documenté dans la littérature qu'il faudrait connaître les services de répit qui sont appropriés aux besoins réels des familles. Mais ça, c'est plus ou moins fait. C'est une recommandation qui a été mise, une conclusion dans certains articles scientifiques, mais ce n'est pas encore fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon projet de maîtrise qui visait à documenter les éléments clés des services de répit qui répondent aux besoins des parents et des personnes autistes ou présentant une DI ou une DP. Donc, en d'autres mots, je voulais documenter c'est quoi qui fonctionne sur le terrain parce qu'on le sait que c'est nécessaire, on sait qu'il y a des lacunes. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui fonctionne? Comment on peut améliorer concrètement les services? Plus précisément, j'ai voulu décrire l'utilisation des services de répit, de gardiennage et dépannage utilisés par les parents et le niveau de satisfaction des services. Et après, approfondir l'adéquation entre les éléments clés et les besoins des parents et de la personne autiste ou présentant une DI ou une DP. Donc, je vais vous présenter rapidement là, la méthodologie. Il y a des mots un petit peu plus de recherche là, qui sont présents dans cette figure-ci, mais l'important, c'est de comprendre que j'ai fait 2 phases à ma collecte de données. La phase 1, c'était une enquête en ligne qui a été diffusée de façon provinciale à l'aide de partenariats avec des associations et des organismes communautaires. Et parmi les personnes qui ont complété l'enquête en ligne, certains parents ont été choisis, ont été invités à participer aux entrevues individuelles qui étaient la phase 2. Donc, c'est vraiment les mêmes parents qui ont répondu à l'enquête et aux entrevues individuelles. Donc, qu'est-ce qui sort de mon projet? C'est quoi les résultats? C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, donc je vais arrêter de vous faire attendre. Donc, voici les éléments clés qui sont sortis de mon projet. On peut les diviser en 4 sous-sections. Donc, au centre, on a la personne et son parent qui, dans ces 2 bulles, on retrouve 3 éléments clés que je vais vous parler un petit peu plus en profondeur là, un peu plus tard. Ensuite, un peu plus gros, on a les services qui chapeautent, qui sont un peu plus macro que les éléments clés de la personne et ses parents. Et le dernier cercle, on a le contexte sociopolitique qui est également un élément important à prendre en considération quand on réfléchit aux services de répit. Donc, plus précisément, on s'est rendu compte que la majorité des répondants utilisaient une combinaison de services. Donc, on voit ici que 54,8 %, donc 55 % des répondants utilisent une combinaison de services entre les services qui proviennent d'une organisation et les services qu'ils ont organisés eux-mêmes. Des services qui proviennent d'une organisation, c'est des services d'un organisme communautaire ou d'un centre d'activité de jour, par exemple. Et les services qu'ils organisent eux-mêmes, c'est par exemple une personne de la famille, un membre de l'entourage ou une autre personne, comme une personne étudiante qui vient à la maison et qui est par exemple payée par le chèque emploi-service. Donc, ça a été un résultat qui nous a un peu surpris parce qu'on s'attendait à documenter un service ou du moins une place qui ont du service de répit, gardiennage, de dépannage qui répondent aux besoins. Mais on s'est rendu compte que, il n'y a pas vraiment une place qui répond aux besoins, c'est d'utiliser plusieurs endroits, plusieurs sources de services. Effectivement, c'est ce que les parents nous ont nommé dans les entrevues. Ils utilisent plusieurs services parce que les services ne répondent pas nécessairement aux mêmes besoins, à la même plage horaire, puis n'ont pas le même niveau de remboursement aussi. Donc, on voit qu'il y a différents besoins et les parents vont chercher les services adéquats pour répondre à cette multitude de besoins-là. Et aussi, il y a un parent qui nous a dit que la pluralité des services amène en fait un plus grand choix de contact et de stimulation possible. Donc, c'est important pour les parents, oui, de eux répondre à leurs besoins, mais répondre aux besoins de la personne aussi. Donc, c'est pour ça que cet élément clé-là est dans la bulle qui rejoint la personne et son parent parce que c'est des besoins différents. Et ce résultat-là, en fait, cet élément clé-là est très central avec les autres éléments clés. On va pouvoir en parler un peu plus tard.
Ensuite, ce qui est ressorti comme élément clé important pour les parents, c'est la qualité de relations interpersonnelles et de la communication. Parce qu'on se rappelle, les parents utilisent beaucoup de services. Donc, beaucoup de services égale beaucoup d'informations à répéter. Donc, les parents aimeraient ça ils veulent en fait que les organismes, que les différentes sources de services collaborent, communiquent ensemble. Ils veulent que ça soit comme un tout. Et aussi, le fait que les parents se sentent écoutés, ont une bonne relation avec les intervenants, ils se sentent en confiance, comme ce parent-là, il vient de dire. Quand il est parti, je pense pas, il va-tu arriver ça? Arriver ça? Non, je sais qu'elle est en bonne main. Déjà là, je décroche complètement parce que les parents, c'est leur bébé, c'est leur trésor qu'ils laissent au service de répit. Donc, c'est important que les relations soient de qualité entre le parent et la personne qui offre les services. Pour ce faire, il y a différents moyens. Les parents nous ont nommé que des comptes rendus, que ce soit écrit ou verbaux, c'est important pour favoriser le sentiment de confiance parce que s'ils disent rien, c'est comme si mon enfant était un numéro. Puis il y a certains parents qui nous ont dit bien, je veux juste savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il a mangé, la quantité, puis est-ce qu'il a été à la toilette durant sa journée. Juste ça, c'est pour moi important parce que ça a des impacts sur la vie quotidienne après. Et comme j'ai nommé, la collaboration entre les fournisseurs de services est hautement importante selon les parents. Puis cet élément clé-là est aussi dans la bulle commune entre la personne et le parent parce que ça a des retombées importantes pour la personne présentant une DI, une DP ou autiste. Parce que comme le parent 1 a dit, dans toute la société, on a une famille, on a un lieu de travail, puis on a des amis. Je trouve ça important qu'elles vivent ça. Donc, les relations interpersonnelles, ça répond également aux besoins des personnes de socialiser, d'avoir des amis, d'avoir une vie comme tout le monde. Eux aussi ont besoin de sortir de la maison. Et avec la COVID-19 et le confinement, un parent a vu un changement de caractère chez son fils. Le parent dit qu'il s'ennuyait, il ne voyait pas ses amis, c'était triste, ça lui manquait de ne pas voir ses amis, de ne pas socialiser, ça on l'a constaté. Il s'affirmait, tu sais, je suis fâchée, je suis tannée, je suis fâchée, je m'ennuie. Donc, même la personne elle-même veut aller voir ses amis, veut aller socialiser avec les autres. Donc, ça répond à son besoin également. Puis ça, parfois, on a peut-être tendance à l'oublier, que la personne qui utilise les services, elle côtoie des gens, puis ces gens-là, ça devient ses amis, ça devient son lieu d'appartenance, il y a une création de lien qui se fait. Donc, c'est important de se le rappeler, ce n'est pas juste pour les parents, mais la personne également. Effectivement, pour parler un petit peu plus de la personne présentant une DI, une DP ou autiste, les parents ont nommé que le fait que les activités soient signifiantes pour les parents, c'est hautement important pour répondre à leurs besoins de repos. Parce que les parents ont dit que pour les services du répit, gardiennage et dépannage, on parle du parent, on parle de l'enfant. Tu te retrouves avec deux catégories de besoins. Le parent qui va penser au répit, lui, c'est d'avoir plus d'heures qu'il peut à lui. Effectivement. Puis, tu as l'autre, l'enfant, la personne adulte, jeune adulte, là, il faut qu'elle se développe. Donc, la personne qui utilise les services de répit en premier lieu est la personne qui présente une DI, une DP ou autiste. Donc, elle doit se développer, doit avoir des activités signifiantes pour que par la suite, le parent puisse se reposer. Puis effectivement, le deuxième paragraphe me donne des frissons à chaque fois que je le dis. Les parents ont nommé « Mon enfant n'est pas une plante verte ou une chaise ». Je trouve ça important que les enfants participent, et ça, peu importe leur âge et leur niveau de participation. Puis certains exemples ont été nommés dans les entrevues puis dans l'enquête en ligne, comme des activités motrices, par exemple du yoga, des activités sensorielles, une salle blanche, une salle de snoozeland qu'on appelle aussi, des activités dans la communauté, aller aux pommes, aller participer à la fête d'Halloween de la ville, donc de vraiment être inclus dans la communauté, et des activités artistiques, la danse, du théâtre, de la musique, c'est signifiant, c'est stimulant pour les personnes qui présentent une DI, une DP ou autisme, puis ça peut avoir des belles retombées aussi
pour eux. Maintenant, tous les services, l'élément clé qui est ressorti, c'était d'avoir des ressources humaines adéquatement formées et en nombre suffisant. Puis le ratio d'un intervenant pour un usager est fortement sorti dans mon projet. Les parents trouvent ça important d'avoir des interventions individualisées, d'avoir quelqu'un qui est vraiment là pour son enfant. Puis j'ai questionné certains parents aussi à savoir mais comment c'est possible de garder ce ratio-là aussi élevé d'un intervenant pour un usager. Puis un parent m'a nommé, mais l'organisme augmente les salaires, augmente les formations. Il essaie de rendre le milieu vraiment intéressant pour les employés. Ils ont une bonne implication du conseil d'administration, une bonne implication des parents aussi. Donc, en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas facile pour les services de répit, de gardiennage et de dépannage, mais ici, on se rend compte que certains organismes arrivent à garder leurs employés et à offrir un ratio d'intervenants d'1 pour 1. Puis aussi, un élément intéressant qui favorise le sentiment de confiance, c'est la présence d'une infirmière dans l'équipe. Parce que comme un parent dit, avec l'infirmière, il n'y a jamais vraiment eu d'erreur de médicaments. Ça, c'est rassurant de savoir, tu sais, qu'ils sont formés pour ça. Parce qu'on le sait, la médication est importante et parfois importante, en fait, dans la vie des personnes présentant un DI, une DP ou autisme. Puis c'est important pour les parents de savoir que les gens ont la formation nécessaire pour donner la médication adéquate. Ensuite, le soutien financier est également sorti comme un élément clé favorisant la réponse aux besoins parce que, comme j'ai nommé plus tôt, les ressources sont coûteuses pour les familles. Puis, dans l'enquête en ligne, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait 3 sources principales de soutien financier gouvernemental, soit le programme Soutien à la famille, Répit aux proches aidants ou le chèque emploi-service. Le chèque emploi-service, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme qui diffère un petit peu des autres programmes. C'est le parent ou même la personne en situation de handicap est l'employeur. Donc, c'est eux qui doivent engager, trouver, rémunérer la personne via le CLSC, mais c'est vraiment... c'est pas un organisme qui gère ça, qui va trouver la personne nécessairement. Fait intéressant aussi, on a remarqué dans l'enquête en ligne que 61% des participants ont nommé que le soutien financier était suffisant pour défrayer l'ensemble des frais, ce qui nous a un peu surpris puisque on sait dans la littérature qu'habituellement, le soutien financier n'est pas suffisant, mais dans l'enquête en ligne, ils nous ont dit que c'était suffisant selon les répondants. Par contre, plusieurs nous ont mis un petit bémol que oui, c'est suffisant. On a beaucoup d'argent, comme par exemple via le chèque emploi-service, mais on n'a personne pour utiliser ces heures-là. Donc, on a les sous, on a la subvention, mais je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai personne dans mon entourage ou je connais personne pour offrir le service. C'est pourquoi on va le passer, ça. C'est pourquoi le soutien à la navigation dans le système est super important. Les parents ont besoin de se sentir soutenus pour trouver les réponses. Puis en ce moment, avec la pénurie de travailleurs sociaux, c'est difficile pour les parents parce que les informations ne sont pas toutes super claires et ne sont pas nécessairement toutes regroupées sur le même site internet, dans le même onglet, en fait, sur les sites Internet. Pour l'avoir moi-même vécu durant mon projet, c'est assez difficile de trouver les informations quand on n'a pas quelqu'un qui nous l'explique. Puis, ce qui est ressorti, en fait, pour pallier à ce manque de soutien, c'est les recherches personnelles. Les parents essayent de trouver la personne eux-mêmes pour offrir les services, que ce soit via le chèque emploi-service ou les organismes communautaires. Ils utilisent le bouche à oreille, leurs contacts, ils utilisent les réseaux sociaux pour trouver des gens qui pourraient prendre soin de leur enfant. Puis comme un parent dit, on n'a pas le choix d'être proactif, sinon on n'a pas de service. Donc, c'est vraiment important pour les parents d'avoir du soutien à leurs besoins. On se rappelle aussi au début de la présentation, je nommais que les parents utilisent beaucoup de services. Donc, s'ils doivent chercher eux-mêmes ou compléter les documents eux-mêmes pour chaque service, quand ils en utilisent 2, 3, 4, ça commence à être beaucoup de responsabilités pour les parents. Donc,
c'est important qu'ils se sentent soutenus par le système. Donc, voici ce qui est vraiment ressorti de mon projet. Le modèle qu'on a créé aussi avec les informations qu'on a analysées. Donc, c'est vraiment les éléments qui favorisent la réponse aux besoins des parents et de la personne. Et l'utilisation d'une variété de services, c'est la pierre angulaire. En fait, c'est ça qui fait en sorte que les parents peuvent répondre à leurs besoins. Puis les autres éléments clés sont tous un peu interreliés avec cette utilisation variée d'une combinaison de services, en fait. Donc, les messages clés de cette présentation-là, c'est les besoins des parents sont vastes et fluctuent selon la période de l'année et les contextes. Donc, parfois, c'est difficile pour les parents de planifier d'avance ou du moins de dire, OK, bien, j'ai un nombre fixe d'heures par semaine pour des services, mais ça se peut que durant la période scolaire, ça soit un petit peu plus, un petit peu moins. Il arrive X, Y situation, puis les parents ont besoin de 20 heures par semaine de service au lieu de 5 heures par semaine comme c'était initialement prévu. Donc, c'est pour ça que l'utilisation des services est un élément important qui répond aux besoins, mais c'est important de le garder en tête parce que ça peut fluctuer durant l'année. Puis les activités signifiantes pour leur enfant, ça a été nommé et renommé dans toutes les entrevues. Ça a été nommé à plusieurs reprises par la majorité des parents dans l'enquête en ligne également. C'est important que les parents sentent que leur enfant est content et heureux d'aller au service parce qu'ils se sentent plus sereins et vivent moins de culpabilité aussi. Puis les activités signifiantes, ça a des retombées pour les enfants, peu importe l'âge. C'est reconnu dans la littérature que ça doit être porteur de sens pour eux, puis ça va avoir un effet domino sur le bien-être, sur le développement, sur la santé mentale, autant de la famille que de la personne. Puis les activités artistiques ont été documentées comme étant un bon levier, une bonne modalité pour favoriser justement la mise en place d'activités signifiantes. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de matériel, ça peut être relativement simple à mettre en place, puis il y a de la littérature associée à ça. Il y a également un article qui est sorti en août 2022, donc dans les dernières semaines, dans la revue Ergo, donc ERG-Go, point d'exclamation, qui a été écrit par le professeur Camille Gauthier-Boudreau et moi-même, qui est un article de vulgarisation sur les impacts bénéfiques des activités artistiques auprès de la clientèle présentant une déficience intellectuelle. C'est super intéressant, donc je vous invite à aller trouver cet article. Puis les relations interpersonnelles de qualité, le lien de confiance favorisé par la stabilité des intervenants. Donc, c'est important que les parents se sentent entourés, que ça soit comme une famille au service de répit, de gardiennage et de dépannage. Puis, j'aimerais porter à votre attention aussi que en fait, dans aucun des éléments clés, on a nommé nécessairement avoir plus de plages horaires, avoir plus de services, avoir des services plus longtemps, la fin de semaine et tout ça. Ce n'est pas ce qui est ressorti dans mon projet. L'élément clé de plage horaire, de fréquence, oui, c'est important pour les parents, mais ce n'est pas les éléments clés. Donc, on se rend compte qu'il y a d'autres éléments qui influencent davantage la satisfaction et le bien-être des parents que la plage horaire, parce que c'est correct d'avoir plusieurs plages horaires, mais si ça ne répond pas aux réels besoins, bien, c'est un peu comme mettre un coup d'épée dans l'eau, donc on ne répond pas nécessairement aux besoins de façon adéquate. Puis, ça a été documenté en 2012 par Tremblay et collaborateurs que le répit a souvent deux visées. Premièrement, la visée de surveiller la personne et la visée d'offrir, de développer les capacités de la personne. Donc, on se rend compte que dans certains organismes, à certains endroits,
le répit est plus axé sur la surveillance de la personne, mais mon projet met l'accent sur le fait que les éléments clés qui favorisent la réponse aux besoins, mais ça va un petit peu plus dans le sens du répit visant le développement de la personne. Parce que, comme les parents ont dit, les personnes présentant une DI, une DP ou autisme ne sont pas une chaise. Donc, on ne fait pas juste les surveiller, on doit leur offrir des activités signifiantes et par le fait même, ben, ça va permettre aux parents d'avoir un moment de pause. Donc, on voit que la boucle de répit pourrait être vue à certains endroits. Je tiens à nommer, ce n'est pas à tous les endroits. Il y a clairement des endroits au Québec qui offrent des services de répit, de gardiennage et de dépannage merveilleux. J'en ai entendu, j'en connais quelques-uns. Mon but n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, c'est plus de mettre en lumière, d'essayer de répondre à la question de comment on peut faire pour améliorer nos services. Bien, avec ces éléments clés-là, on peut plus facilement cibler sur quoi on travaille. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'effectivement, j'ai gradué de ma maîtrise, c'est terminé, mon mémoire est soumis. Qu'est-ce qui s'en vient? J'aimerais, ça, on est dans mon monde de licorne. Au niveau scientifique, j'aimerais que des projets scientifiques soient inspirés avec mes résultats pour essayer de mettre en place des stratégies, mettre en place des nouvelles interventions, une nouvelle offre de services, puis qu'on documente ça au niveau scientifique un petit peu plus concrètement. Au niveau clinique, je pense que je l'ai déjà nommé, mais je le renomme. J'aimerais sincèrement que les activités signifiantes soient mises d'autant plus de l'avant pour les usagers, et ce, peu importe leur âge et leur niveau de participation, que la personne soit verbale, non-verbale, marcheur, non-marcheur, peu importe ses capacités, elle est en mesure de participer à des activités. Donc, on doit mettre l'accent sur cette participation-là, dans les activités signifiantes. Et finalement, au niveau sociétal, j'aimerais que mon projet puisse sensibiliser le gouvernement à mettre un petit peu plus d'accent, investir plus dans les services de répit. Puis, effectivement, c'était un but du gouvernement dans le plan d'action qu'ils ont publié en 2021. De favoriser, de mieux répondre aux besoins en termes de répit, de gardiennage et de dépannage. Puis mon projet répond partiellement ou totalement à 3 des mesures que le plan d'action dans le plan d'action, en fait. Donc, si jamais quelqu'un a le numéro de téléphone de Christian Dubé ou du nouveau ministre de la Santé qui va entrer en fonction en octobre, n'hésitez pas à me le partager. Ça va me faire plaisir d'avoir une rencontre avec eux pour les sensibiliser un petit peu à la réalité clinique, puis à leur partager, en fait, là, ce projet et les impacts que ça pourrait avoir. Donc voilà, merci sincèrement pour votre participation. J'aimerais vraiment remercier mes 2 directrices qui m'ont soutenue durant les 2 ans de ma maîtrise, professeure Mélanie Couture et Audrey-Jeanne Baudouin, l'équipe du laboratoire Grandir, tous les parents, les organismes, les associations qui ont participé de près ou de loin au projet, ainsi que les organismes subventionnaires qui m'ont soutenue durant ma maîtrise.